Parfois, ce qui aide au mouvement, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est plus acceptable. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge. C'est pas parce que je veux passer moins de temps avec toi que tu n'es pas une bonne personne. Je me rappelle de cette promesse que je m'étais faite, j'avais 7 ou 8 ans, en me disant que je refusais de vivre comme ça. En fait, quand tu ne fais que regarder l'autre et qui réussit, toi, tu as du mal à pouvoir remonter. Mon père m'empêchait de reprendre du fromage parce que c'était trop cher. Et dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Tempestini. Salut Cédric, comment ça va ? Salut Olivier, écoute, ça va bien, pas spécialement reposé, mais je suis content d'être avec toi. Voilà, c'est le genre de choses qui m'énergisent, donc c'est pour ça que tu m'as proposé de reporter, et j'ai préféré le garder parce que j'étais enthousiaste de faire cet épisode avec toi. Donc merci pour l'invitation, très heureux d'être là. C'est un plaisir partagé. Et d'ailleurs, je vois derrière toi, j'étais curieux, tu as 4 posters. Donc les personnes qui Mhm. ne voient pas la vidéo vont pas le voir, mais tu as 4 posters. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y en a un où je distingue succès. De l'autre côté, je distingue un peu résultat. Un autre, c'est calmez-vous. Voilà. Et il y en a un, c'est quoi? C'est Batman, c'est ça? Ouais, c'est ça. Batman, je crois que l'image est tirée du Dark Knight Rises, le dernier de Christopher Nolan. Et donc, du coup, c'est quoi que tu fais c'est quoi le lien que tu fais entre justement Batman et les 3 autres? Alors, j'ai toujours trouvé Batman assez inspirant, rien de très. C'est mon ami Alec Henry qui lui aussi est fan de Batman, donc ça a rien c'est assez commun, on va dire, hein, d'être fan de Batman. Mais pour ma part, ce que je trouve inspirant, c'est en fait le niveau d'abnégation en fait du personnage. À quel point en fait il met tout au service de son rêve, de son objectif. Euh, au final, c'est son vrai visage, c'est même Batman, c'est même pas Bruce Wayne. Bruce Wayne n'est qu'un apparat et n'est qu'au service de sa réelle vie qui est celle de Batman. J'adore ça, et il y a un autre aspect aussi, c'est que Batman, c'est lui qui a fédéré la Justice League, Ah oui, qui effectivement. a voilà, qui a su regrouper comme ça des gens hors du commun, et j'ai trouvé cet aspect toujours inspirant, et je crois que ça m'a clairement inspiré, amené aussi à créer la communauté Youmento, dont on va certainement un peu parler dans ce podcast, dont tu fais partie aussi, et je fais le parallèle par rapport à ça, voilà, de regrouper des personnes hors du commun. Donc en vrai, il faudrait qu'on t'offre un petit masque de Batman un de ces jours. Ce serait top ça. Et donc, et donc, comme On l'a déjà fait, on va dire. Ah, c'est vrai. Et donc, comme tu le sais, le thème du podcast tourne autour du changement. Et du coup, je te pose cette fameuse question qui est, quand je te dis changement, toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça m'inspire la vie, en fait. La vie, son changement, euh, je trouve elle perd de sa saveur. Je trouve que c'est salutaire de créer du chaos de temps en temps dans sa vie. Alors voilà, dans une certaine mesure, hein, bien évidemment, mais pour amener euh, les effets positifs de la sérendipité, je crois qu'on dit comme ça. Oui, c'est Laisser comme ça, ouais. de la place au hasard pour qu'il y ait des choses intéressantes qui émergent. Et donc voilà, ce que ça m'évoque, c'est tout simplement la vie, hein. La vie, c'est du changement perpétuel. Je crois qu'il faut embrasser ça. Et puis essayer de l'orienter vers plutôt du changement positif, même si ça fait aussi partie de la vie. C'est que parfois, il y a des changements qui sont difficiles sur le moment. Mais souvent, quand on se retourne, on se rend compte que ça a amené des choses positives derrière. Donc voilà, le mouvement, le changement, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Moi, je le vois comme ça. Et j'ai l'impression que d'une manière générale, quand il y a les choses qui stagnent, on le voit même dans la nature, hein, tu vois, quand l'eau elle stagne, elle moisit, tu vois, ça sent mauvais, ça va pas. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que ça bouge, tu vois. Et c'est là qu'il y a des choses qui émergent, c'est là qu'il y a la vie qui se développe. Et voilà ce que ça m'évoque quand que tu me poses cette question. Super. Et justement, tout à l'heure, tu évoquais donc la communauté Youmento.
Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on va discuter par la suite. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc Cédric Tempestini, j'ai 42 ans, je suis marié, papa de deux petites filles magnifiques de 3 et 7 ans. Je suis expatrié à l'île Maurice depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, donc ça commence à faire 18 années maintenant. C'était Ça hier, passe voyons. vite. Voilà. Alors, j'ai pas tout à fait 42 ans, hein, je les aurai dimanche, mais bon, voilà, je me Ah, suis déjà mis dans la tête. Voilà, j'y suis. Donc, j'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu deux. Depuis maintenant quelques années, je me consacre une grosse partie de mon temps à l'investissement, à la gestion de mon capital, qui est un sujet qui me passionne, que j'adore. J'ai eu une espèce d'épiphanie sur le domaine de l'investissement en me rendant compte à quel point c'était une compétence qui était complètement sous-estimée et mal abordée, notamment et très particulièrement en France où on est très bon pour épargner, mais très mauvais pour investir. Et donc, je trouve que c'est un côté magique de faire de l'argent avec de l'argent. Donc, je touche à toutes les classes d'actifs et en synergie avec cette passion. Donc, alors, à émerger Youmento, il y a de ça maintenant au tout début de mon parcours. Et c'est quelque chose qui a nourri ma transformation, mon changement, pour reprendre le terme que tu as utilisé. Qui est une communauté online francophone d'entrepreneurs, d'indépendants qui s'intéressent ainsi à l'investissement, au développement personnel, regroupés sur un certain nombre de valeurs telles que la responsabilité, la loyauté, la liberté, l'efficience, j'ai déjà dit, la bienveillance. Et aujourd'hui, on est à peu près 150, une dizaine de pays représentés. Il y a pas mal quand même de gens qui s'expatrient, qui sont expatriés ou qui s'expatrient. Il y a un gros mouvement en ce moment. Euh, Ensuite, j'ai un programme qui s'appelle Fast Track Investor, qui est un programme en ligne et qui s'adresse uniquement à la thématique investissement. Donc, les membres de ma communauté privée que je chouchoute d'une manière générale profitent aussi de tout ce qu'il y a dans Fast Track Investor. Mais voilà, Fast Track Investor, ça s'adresse à des gens qui ont de l'argent, soit parce que ils ont eu un événement de liquidité, j'appelle ça comme ça, qu'ils ont fait des gains suite à une vente d'entreprise, ils ont fait des gains suite à des ventes de biens immobiliers. Il y en a plusieurs qui ont été marchands de biens ou qui ont fait des très belles plus-values dans l'immobilier, ou des dons aussi, héritage. Des personnes qui ont parfois eu des accidents de vie, qui ont eu beaucoup d'argent de la part de l'assurance qui est tombé, ou simplement des entrepreneurs qui gagnent plutôt bien leur vie avec plusieurs centaines de cas par an, et qui ont compris la nécessité indispensable d'investir, de capitaliser, de se créer de la résilience, de ne pas finir prisonnier comme ça de son business. Et ça répond à la problématique et aux questions auxquelles ces gens-là se posent, c'est-à-dire, bon, bah, ok, je veux investir, mais qu'est-ce qui existe comme classe d'actifs? Qu'est-ce que je peux espérer comme rendement? C'est quoi les stratégies que je peux mettre en place? Comment le faire? À qui je peux m'adresser? Où est-ce que je peux monter en compétences? Donc voilà, ça a un programme qui a pour ambition de répondre à toutes ces questions. J'ai l'impression, d'après les retours, que ça le fait voilà, avec brio. Donc voilà la deuxième activité. La troisième activité qui est InvestorX, où là c'est un club de business angel auquel on leur donne accès, on leur donne l'opportunité d'investir dans les startups les plus provenant des incubateurs les plus rentables et prestigieux au monde, tels que le bien connu pour ceux qui sont dans le domaine Y Combinator, d'où sont sortis des Airbnb, Stripe, Sam Altman qui a lancé OpenAI et ChatGPT en était encore le directeur il y a de ça un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà, c'est des gens dans l'univers dans lequel gravitent les Mark Zuckerberg et Musk, etc. Extrêmement prestigieux, difficile d'accès. Je dois avouer que je tiens une vraie fierté de que Investorix soit maintenant référencé, notamment au Y Combinator et aussi Techstars. Enfin voilà, et donc voilà, on va chasser des deals dans ces incubateurs et ensuite on les propose dans InvestorX, ce club, là où normalement, pour pouvoir y accéder, c'est vraiment de minimum le ticket 50K et il faut se battre pour rentrer avec 50K, mais plutôt du 100, 200, voire 500K. Et nous, on donne accès du coup à ces deals avec seulement des tickets 2K au sein du club, puisqu'on regroupe dans un SPV les membres du club qui décident de se positionner sur les deals, puisque chacun choisit sur les deals sur lesquels il se positionne, et ce qui permet comme ça d'accéder
à ces deals qui sont juste exceptionnels, puisque pour donner le Y Combinator, ils ont un taux de défaut depuis, c'est minuscule hein, dans le monde de la startup, un taux de défaut de leur startup de 30%. C'est tout petit. Ouais, c'est pas beaucoup, ouais. Et, et, et en termes de rendement, depuis la création du Y Combinator, alors je tire le chiffre de mémoire, mais c'est tellement astronomique. Je crois qu'on est à 158 ou 170%, 178% à l'année. Voilà, on se rend pas compte à quel point c'est ultra niché et ultra puissant. Bon voilà, désolé, je suis enthousiaste de parler de ce que je fais et très fier de ce que je propose dans ces différents produits et services. Donc voilà, Au j'essaye contraire. de m'arrêter là. Non, mais c'est super. Et au contraire, ça se sent dans tes mots qu'il y a pas juste, tu vois, le discours du vendeur de service, tu vois. C'est qu'il y a derrière une vraie passion dans ce que tu fais. Et c'est ça que moi j'ai toujours trouvé fascinant dans ton profil, c'est que tu as une manière de parler de ces choses-là, de manière à la fois éducative, instructive, mais extrêmement engageante et passionnée. Donc au contraire, Merci. lâche-toi, on est là pour ça. Et d'ailleurs justement, quand tu parlais d'investissement, c'est pas un truc qui culturellement en France, justement, on n'est pas forcément éduqué sur le sujet. Toi, comment tu y es arrivé? Comment est-ce que tu as découvert ça? Alors, j'ai commencé à investir. Je devais avoir mon vraiment premier pas dans le domaine de l'investissement. Je devais avoir, je sais plus, peut-être 25, 26 ans, avec l'achat d'un premier bien qui a servi de local professionnel pour la boîte que j'avais à l'époque. Et en fait, il y a vraiment, c'est la courbe de croissance hein, où sur la fin ça devient exponentiel. Et Ouais. c'est vraiment ça, c'est que toutes les débuts ont été très longs, très laborieux, tellement de barrières mentales à casser, tellement de choses à découvrir. Ça a été Tu te rappelles de vraiment, ces, excuse-moi, tu te rappelles de ces vas-y. premières barrières mentales que tu as dû casser et qui étaient dures? Alors je donne un exemple qui est ridicule. Pour l'achat du premier bien, j'avais pas du tout compris le mode de calcul des intérêts à rembourser au niveau du crédit bancaire que j'avais contracté pour l'achat du premier bien. Moi, c'en est ridicule. Franchement, j'en ai un peu honte, quoi. Mais à l'époque, j'avais fait le calcul. Je pensais qu'il fallait prendre, je sais plus combien j'avais acheté le truc, c'était pas très cher, c'était 120, 130 000 balles. Et j'avais pris, je me disais, bon, bah, la banque, elle va peut-être me faire, je me rappelle même plus le taux de l'époque, c'était peut-être 2,5, 3%, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bon, bah, je prends 120 000 balles, je prends 3%, et voilà les intérêts que je vais payer sur l'ensemble sur l'ensemble du crédit, alors que ça ne se calcule mais tellement pas comme ça. Voilà le type d'exemple et à quel point je partais de loin sur cette thématique. Mais en quoi c'était une barrière pour toi? Parce que là c'est un calcul, mais du coup, Alors qu'est-ce qu'il y a? c'est vrai que voilà, je donne un exemple, mais la barrière c'était pour moi déjà l'incompétence totale que j'avais dans ce domaine, Ah ouais. l'absence de compréhension, la naïveté profonde. Euh, et là, au final, la première barrière, c'est ça, c'est le brouillard de guerre. Moi, je l'appelle comme ça. C'est ok, je prends souvent cette métaphore hein, que je trouve pertinente. Chacun jugera, mais du brouillard de guerre que l'on retrouve dans les jeux. Je sais pas si toi t'as joué à Command and Conquer, Moi je à connais Baldur's le brouillard de Gate. guerre que dans ces jeux-là en fait. Donc oui, Ouais, voilà, c'est ça, c'est c'est ça. ça. Warcraft 3 à l'époque, avant que ça devienne World of Warcraft, c'était un jeu de stratégie. Et, et en fait, on a une toute petite zone que l'on voit autour de son personnage, autour de sa troupe, de son installation, de son camp. Et on a tout le reste est inconnu. Voilà, c'est sur la carte, c'est le brouillard de carrière. On ne sait pas, il faut découvrir la carte. Et je dirais que pour moi, c'est la première barrière, c'est le brouillard de guerre. C'est que bon, bah, on connaît des choses. Voilà, et on a tendance à vouloir rester dans sa zone de confort et donc naviguer dans les choses que l'on connaît et d'accepter de sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu, de faire des choses qui vont nous demander un effort mental et de remettre en question des certitudes que l'on avait, c'est difficile. Et pour moi, c'était la première barrière à franchir, à la fois en temps d'investissement et d'entrepreneuriat d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est une barrière mentale qui se retrouve dans les deux thématiques. Et voilà, c'était pour moi la première chose.
Et justement, comme tu le disais, on est bien dans notre zone de confort. Et donc, quand tu vois, tu as ce fameux brouillard de guerre autour de toi, tu pourrais très bien décider de rester dans ce que tu connais. Et donc, toi, qu'est-ce qui t'a aidé à faire le premier pas, justement, par exemple, pour acheter ce bien, ou voire même pour entreprendre, hein, parce que au final, c'est à peu près au même moment. Qu'est-ce qui t'a décidé? Il y avait de l'ambition, déjà, clairement. Un fort désir de liberté aussi. Au tout début, ce qui me drivait, c'est de me dire, OK, j'ai mon business, je me gère moi, je fais comme je veux, quand je veux, au moment où je veux. Et ça, c'était vraiment la chose au tout début qui me drivait, où je me disais, je peux bosser de chez moi, je peux aller ailleurs, voilà. C'était le gros truc qui me drivait à l'époque. Plus aussi gagner plus d'argent. Clairement, moi, j'ai commencé à 22 ans, du coup, où je étais salarié et je gagnais, je crois que c'était 1120 € net par mois. Euh, et puis j'ai touché du doigt au final ce que c'était vraiment le monde du salariat. Avant, j'avais fait plein de petits boulots de, tu vois, cueillir des framboises dans les champs, ramasser des haricots, bosser en usine la nuit, etc. Mais voilà, ça te prépare partiellement à ce qui est au final le monde salarié. Et à l'époque, au bout de 3 4 mois, je m'étais dit non mais ça va pas le faire. C'est Euh, pas ça que je veux. ouais, c'est pas ça que je veux. Et du coup, j'avais commencé à préparer au bout de 3 4 mois le lancement de ma toute première boîte. Donc je suis resté un peu moins d'un an salarié avant de lancer cette première entreprise. Donc voilà, oui, l'ambition, la liberté et l'argent. On va pas se le cacher, même si je m'y suis très mal pris pendant très longtemps pour gagner de l'argent, sincèrement. Euh, et ça venait aussi de manques ressentis pendant mon enfance. Si en gros, si tu, je sais pas, hein, si tu veux plonger, je dirais à la genèse. J'en parle d'ailleurs dans mon livre que j'ai sorti il y a un an de ça. Et où moi, un des éléments marquants de ma jeunesse, c'est que mon père m'empêchait de reprendre du fromage parce que c'était trop cher. Je me rappelle de cette promesse que je m'étais faite, j'avais 7 ou 8 ans, en me disant que je refusais de vivre comme ça plus tard. Ah oui, mais Voilà, c'est quelque chose qui t'a tant marqué que ça pour que, bah, déjà pour que tu t'en souviennes, et puis que ça motive quand même tout le reste de tes actions. C'est quand même fort. oui, oui, on était, voilà, mes parents c'était classe moyenne basse, quoi, pas énormément de moyens. Ma mère était, moi, juste mon père était employé de banque. Ma mère était à la maison, elle s'occupait de nous. Et, Et je me rappelle que voilà, de cette sensation de vivre, tu vois, typiquement, dans la maison qu'il avait fait construire à l'époque, on n'avait pas de poignée aux portes parce que Ah oui. ça coûtait trop cher. Donc on avait des poignées qu'on passait de porte en porte. Donc la grande question Et c'était pendant qui a la des poignée? années, c'est ça. Et pour les fenêtres aussi, c'était pareil. Pas de poignée porte, pas de poignée fenêtre. Pas de poignée de Et on, fenêtre? non, non, on passait, on utilisait les fenêtres, tu sais, on avait le truc carré là, on passait Ouais. et puis on ouvrait et puis il y avait du scotch pour éviter qu'il y ait l'air qui passe. Ah oui. Il y a des trucs comme ça qui m'ont marqué le fait que tu vois mon père il avait une collection de petites voitures tu vois les majorettes etc qu'il avait gardé de son enfance et il avait une voiture James Bond une voiture Batman et il avait dû vendre ces voitures parce que tu vois pour finir le mois quoi où je te dis cet exemple de bah non le fromage ça coûte cher donc on le rationne au repas et c'est des choses qui m'ont marqué. Je veux pas faire genre oh là là, le pauvre petit, il a été non, c'était moyenne, voilà, famille classe moyenne basse quoi, on va dire. Donc j'ai eu un toit, j'ai eu de quoi bouffer, j'étais allé à l'école, j'avais de quoi m'habiller, ça va quoi. Mais il y a des trucs comme ça qui m'ont marqué où je me suis dit, où je ressentais que c'était en quelque sorte une souffrance pour mes parents, tu vois, d'être limité, tu vois, et je m'étais fait la promesse quand j'étais gamin que je ne vivrais pas comme ça. Et que surtout, si j'avais des enfants, je ne leur offrirais pas cet environnement. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que effectivement, au-delà, tu vois, du jugement qu'on peut avoir des niveaux sociaux, des familles, tu vois, de ce que tu décris, euh, ce que je trouve important dans ce que tu évoques, c'est l'histoire que ça a généré dans ta tête derrière.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient pu être dans le même état que toi et pas avoir conscientisé déjà cet impact-là. Et ça a nourri une insatisfaction, de ce que j'entends, qui ensuite a été drivée par cette ambition de progresser et de faire mieux et de te mettre en mouvement. Parce que on sait tous, hein, sortir de sa zone de confort ou regarder la lumière au bout du tunnel, faut avoir le courage d'aller dans le tunnel et de naviguer dans le brouillard de guerre. C'est voilà, et les gens s'en font. En fait, ça c'est un truc en tant qu'investisseur. C'est là où il y a les plus belles opportunités, c'est quand il y a effectivement du risque, mais que surtout la plupart des gens surestiment le risque. Ils s'en font une exagération. Et pour moi, c'est la même chose que d'aller découvrir des choses, d'aller dans ce brouillard de guerre. La plupart des gens surestiment le risque. Voilà. Oui, il y a du risque, mais la probabilité de survenance est infinitésimale. Et il y a un plus grand risque à ne pas prendre de risque que au final de le prendre. Ah, je trouve ça vachement intéressant parce que, tu vois, dans le coaching, quand on parle par exemple des émotions, par exemple la peur, on dit que la peur, enfin c'est comme ça qu'on m'a formé, on disait la peur est composée à 95% d'éléments irrationnels et 5% d'éléments rationnels. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelque chose sur laquelle on va faire un cheminement logique, mais il s'avère qu'effectivement on va avoir tendance à surévaluer la chose et pour nous empêcher de nous mettre en mouvement. Par exemple, on se dit, bah voilà, si tu regardes, j'en sais rien, t'imagines que tu as un tigre dans ton salon. En fait, le tigre, il est là. Le fait qu'il nous saute dessus pour nous manger, ce n'est qu'une option, tu vois. Bon, s'il a vraiment faim, que tu vois qu'il a, enfin, si tu vois beaucoup de signaux qui font qu'il va te sauter dessus, je pense que ça vaut le coup d'avoir peur. Mais il y a une dimension où parfois le risque est beaucoup plus grand qu'on voudrait bien le croire et ça nous empêche de nous mettre en mouvement. Donc je trouve que l'image que tu donnes est super bonne. Et beaucoup moins grand, tu veux dire. Ou en tout cas, il peut être grand, mais la probabilité de survenance est extrêmement faible. Oui, c'est ça. C'est ça. Mm. C'est effectivement la probabilité qu'il arrive que effectivement on peut surévaluer quoi. C'est un peu cette idée-là. Et du coup, donc, tu chemines, tu as ces premiers investissements que tu fais où tu sens que, comme tout, hein, quand on débute, on fait un peu des erreurs. Et qu'est-ce qui te fait continuer, du coup? Alors ça a été un chemin long. Disons que ça, je l'avais en tête depuis longtemps. En me disant, tu vois, c'est un truc qui m'attirait. De me dire, je vais faire de l'argent avec de l'argent. C'est un truc qui m'a toujours attiré depuis longtemps. Ouais. Mais je m'empêchais toujours. Je me disais, oui, mais il vaut mieux que j'achète ça d'abord. Et puis, soyons clairs, hein, j'étais complètement aveuglé par aussi les vanity métriques de la société, tu vois. Voilà, avec il faut que j'ai la voiture qui va bien, il faut que j'aille dans ce type d'endroit, il faut que j'ai les moyens de me payer ce type de resto. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont extrêmement ralenti pour justement passer à l'étape supérieure de me mettre à investir. Et pendant longtemps, tu vois, je me disais, je me disais bon ben voilà, je commencerai à investir, mais après ça. Et puis il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose où il y avait ce côté ouais, mais bon, j'achète maintenant, on vit qu'une fois, il faut quand même profiter, tu vois, avec ce côté euh, très ancré de je consomme donc je profite. Et donc ça, c'était une déconstruction qui était extrêmement longue. Je suis extrêmement admiratif de plusieurs personnes dans la communauté. Euh, je pense que tu verras assez bien de qui je parle, qui sont extrêmement jeunes et qui ont déjà cette clarté d'esprit de ne pas tomber dans ces pièges-là, de bâtir dès maintenant, d'avoir cette discipline, cette même ce que j'appelle de l'hygiène financière. Tu vois, c'est comme de l'hygiène corporelle, tu sais, ça doit être de l'hygiène financière. On nous enseigne très mal l'hygiène financière et qui ne tombe pas dans ces biais-là. Si j'avais eu cette hygiène financière beaucoup plus tôt, je serais tellement plus loin aujourd'hui. Et j'aurais été libre surtout j'aurais été libre beaucoup plus tôt aussi. Et justement, ces vanity metrics, donc cette voiture et toutes les choses qui viennent derrière, du coup, tu les as matérialisées ou ce sont juste des idées qui t'ont drivé et qui t'ont ralenti? Non, non, je les ai matérialisés, ça a été tout le problème, justement. C'est que D'accord. les, tu vois, l'argent que j'ai généré via mes business, euh, bah en fait, tu vois, bien sûr, la grosse maison, même si je l'ai toujours du coup, parce qu'aujourd'hui, je peux largement me le permettre, je la garde, tu vois, c'est cool. Ouais. Mais effectivement,
les jolies voitures, parce que j'appréciais ça, et certainement aussi parce que j'étais clairement influencé par mon père qui avait toujours, tu vois, aimé les voitures, quoi. Euh, Plus bien entendu l'influence de la société à ce niveau-là. Tu vois, je suis entrepreneur, il faut que je montre que je réussisse, tu vois. Il faut, j'ai envie d'être reconnu pour ça. Tu vois, je veux montrer surtout que moi j'ai tout le temps passé, tu vois, de tête de Turc à l'école, tu vois, le cliché du gars à qui on met la tête dans les toilettes, quoi, et qui se fait tabasser à la cour de récré. Et j'avais une envie de revanche à ce niveau-là, tu vois. C'est Donc, vrai ça, je t'imagine même pas c'est être la tête de Turc dans la classe, quoi. ça a été un chemin personnel aussi de dépasser ça. Mais oui, ça a été, ça fait partie de mon histoire. Et il y avait aussi une envie de revanche par rapport à ça, de casser ce côté victime en montrant que voilà, j'avais fait mieux, j'étais allé plus loin. Bon, maintenant j'ai dépassé toutes ces merdes, quoi. Tout ça, c'est pareil, c'est des illusions. Enfin, de vouloir d'accorder de l'importance à des gens qui s'en foutent en fait. Et ça aussi, c'est un parcours et en fait, c'est le pouvoir j'aime bien dire ça, c'est le pouvoir de j'en ai rien à foutre. C'est extrêmement puissant ces mots de j'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Et il y a des trucs comme ça où il faut être en capacité de dire j'en ai rien à foutre. C'est libérateur. Et ça enlève un poids, hein, effectivement. Et Hmm. c'est vrai que ce que j'entends et que je trouve super intéressant, c'est que il y a un moment donné aussi où il y a certaines pages de notre histoire qu'on a besoin de tourner. Et effectivement, il y a eu un moment de ce que j'entends où les autres étaient importants dans les choix que tu faisais, parce qu'il fallait montrer des choses aux gens. Et il y a un moment donné, tu t'es recentré sur toi pour te dire, en fait, j'en ai rien à foutre des autres, si je puis dire, Mm. et je fais mes propres choix pour développer ce que moi j'ai envie de développer et qui va m'apporter ce que j'ai envie d'atteindre. Et je trouve que ça change énormément la donne, parce que c'est quelque chose que j'avais appris en préparation mentale, ça, par exemple, D'accord. pour les grands sportifs. En fait, tu sais, je sais pas si tu fais du sport d'ailleurs. Il y a un sport Ah oui, particulier que oui, tu fais je ou... fais du sport, mais je fais pas de, moi je fais du poids du corps depuis très longtemps, quoi. C'est Ah oui, à la d'accord. Donc ouais, c'est un maison, sport. voilà, pas de salle de sport, tu vois, en mode très efficient, mais C'est pas hygiène de vie, quoi. de C'est vraiment. tennis, ouais, voilà, hygiène de vie, hygiène mentale et hygiène financière. Je fais un peu de paddle de temps en temps, mais je fais pas de sport collectif ou des choses comme ça. Non. D'accord. En fait, dans les sports de haut niveau où tu as une compétition, ça veut dire que tu vois, as quelqu'un en face de toi. Ça veut dire que tu peux gagner si l'autre fait des erreurs ou des choses comme ça. Il y a quelque chose de très psychologique sur, tu vois, ah ben il réussit tous ses coups, moi je rate tous les miens. Et donc en fait, quand tu ne fais que regarder l'autre et qui réussit, bah, généralement, toi, tu as du mal à pouvoir remonter. Et tu n'arrives pas à t'exprimer pleinement pour qui tu es, parce que tu n'es que en rapport à ce que tu vois, quoi. Et justement, une des pratiques de préparation mentale, c'est de te concentrer sur toi. Qu'est-ce que tu es vraiment en capacité de faire? Quel est ton potentiel à un instant T? Même si l'autre réussit, c'est pas grave, toi aussi tu peux réussir des choses. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce que tu évoques, parce que c'est très libérateur, parce que tu n'as plus le poids de quelque chose que tu ne contrôles pas. Tu ne peux que agir avec ce qui fait partie de toi pour faire le mouvement que toi tu es vraiment capable de faire. C'est très juste. Et je fais le parallèle avec, en final, la spéculation, l'investissement. Je suis pas mal actif dans la crypto. J'ai ma chaîne YouTube sur le sujet. Ça, je l'ai pas évoqué. J'ai une chaîne YouTube depuis maintenant, je sais pas, ça fait 4 ans, 5 ans. 5 ans, où je parle voilà, d'entrepreneuriat, d'investissement, beaucoup d'investissement quand même, il Quand faut même. l'avouer. Et puis bon bah voilà le marché crypto voilà je suis pas mal actif en ce moment au moment où on tourne ce podcast parce que bah c'est là où il y a de l'argent à faire en ce moment comme je l'avais été en 2020 2021 et je fais le parallèle avec ce que tu dis parce que moi je le vois comme une arène une immense arène mondiale où on affronte tout le monde en face et on a en permanence des gens sur les réseaux sociaux qui nous balancent leur réussite en mode ah, regardez les plus-values que j'ai faites regardez et ça effectivement je fais le parallèle avec ce que tu évoques parce que je le vois vraiment comme une compétition de très haut niveau et je me crée d'ailleurs un environnement je l'évoquais là l'hygiène personnelle euh, comme le ferait un athlète qui va aux Jeux Olympiques.
parce que c'est une confrontation et que je crois que ce que tu évoques, de se recentrer sur toi et de dire, bah, ok, je vois ce que les autres font, je, il faut pas que ça m'impacte psychologiquement en mode autoflagellation, moi je suis nul, j'arrive pas à faire ça. Non, de Ouais, tout dire, à ok, fait. bah, c'est possible. Et moi, j'utilise les moyens, les outils, les compétences que j'ai à mon niveau pour faire ce que je suis capable de faire, de faire mon chemin. De toute façon, il y a toujours quelqu'un qui fait beaucoup mieux. Il y a toujours quelqu'un qui va beaucoup plus vite. Donc, la comparaison, on ne doit pas tomber, à mon sens, dans l'autoflagellation et dans le sentiment d'infériorité, mais plutôt de l'utiliser au maximum comme quelque chose qui nous challenge et nous inspire. Voilà. Euh, Ouais, je te je rejoins crois tout que à ça fait fait, bien hein. le parallèle avec ce que tu évoques en termes de Ouais, préparation c'est mentale. exactement ça parce que ça me rappelle deux éléments. Le premier, c'est qu'en fait, forcément, les gens qu'on entend ou qu'on voit, ils sont sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, tu dis aussi ce que tu veux. Ça veut dire que même si les gens disent qu'ils réussissent, on n'en sait rien en vrai. Ça veut dire que ça peut aussi être simplement une démarche psychologique pour démotiver les autres. Tu vois, ça peut être aussi une manière de jouer. Donc ça, c'est un premier aspect que je trouve important. Tu voulais réagir? Plus l'aspect, tu vois, que j'évoquais au tout début du côté je montre dans mon entourage que moi je réussis, Aussi. tu vois. Voilà, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que ils partagent leurs gains, mais rares sont ceux qui partagent aussi leurs pertes. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Effectivement. On voit qu'un côté de la pièce, forcément. C'est ça, exactement. Et le deuxième point, c'est intéressant, c'est un sujet que j'avais discuté avec aussi un autre invité, qui est que parfois, il y a des personnes qui réussissent tellement bien, qui peuvent générer du coup deux genres d'effets. Moi, j'ai une personne en tête, ça n'a rien à voir, mais c'est juste quelqu'un qui faisait du piano. D'accord. Et moi, il s'avère que je faisais du piano aussi quand j'étais plus jeune. Et c'est une personne qui était tellement forte qui, à chaque fois que je discutais avec lui, il me dit bah moi, en fait, quand je rencontre des gens et que je commence à jouer, j'ai deux effets. Soit les gens abandonnent, parce que du coup, ils sont dégoûtés. Soit bah, du coup, ils sont inspirés et ça leur donne encore plus envie d'y aller. Et en fait, je trouve que justement, les gens qui communiquent bah, pourraient réfléchir à l'impact qu'ils ont en fait sur les autres et de réussir à transformer leur réussite en inspiration pour les autres. Je trouve que c'est vachement plus intéressant que bah, de dégoûter tout le monde et de réussir seul, quoi. Et j'ai l'impression que toi, ce que tu fais aussi bah, sur ta chaîne YouTube, sur bah, toutes les démarches que tu as, c'est comment est-ce que tu tires les gens vers le haut plutôt que simplement réussir seul. Enfin, j'essaye en tout cas d'être dans cette démarche, hein, clairement. Et je crois que la meilleure manière d'inspirer, effectivement, de tirer vers le haut, c'est d'être authentique en fait, hein, de montrer aussi quand on se plante, et de surtout pas, vraiment le truc, surtout de ne pas arriver à d'avoir une communication ou une attitude où les gens nous mettent sur un piédestal. Parce que c'est extrêmement mauvais justement s'ils te mettent sur un piédestal, au final, ils te mettent hors concours quoi. Donc, ça coupe tout aspect inspiration. C'est juste, voilà, ils t'adulent en quelque sorte. Ils disent, waouh, regarde, il arrivait à faire ça, mais eux, ils restent dans leur tête. Au final, ils restent immobiles, quoi. Juste, ils regardent. Et ça a aucun intérêt. Et après, moi, je veux pas qu'on me prête d'intention, tu vois, en mode, oui, je suis là uniquement pour inspirer, etc. Si je fais tout ça. Je le dis souvent, moi je crois profondément à l'alignement des intérêts individuels. Donc si je fais tout ça, moi c'est avant tout pour attirer des personnes qui me correspondent et qui viennent nourrir mon entourage, tu vois, que je regroupe autour de moi, à la fois ben, potentiellement qui vont rejoindre mon réseau, tu vois, qui m'ont contacté, avec lesquels je vais échanger, où des opportunités vont naître, où ça va me permettre encore d'augmenter mon réseau, qui vont aussi rejoindre ben, ma communauté Youmento, le Fast Track Investor, InvestorX. Et ça, c'est des éléments, moi je l'ai compris il y a de ça quelques années. La capacité comme ça à fédérer autour de soi et ce que tu as commencé du coup à faire, et bravo pour ça, de fédérer des gens autour de soi qui sont alignés avec qui on est. C'est pour ça que l'aspect authenticité est ultra important.
En fait, ça donne une puissance personnelle pour avoir un plus d'impact. Et moi, c'est ça que je regroupe, c'est que je regroupe de la puissance personnelle. J'utilise cette puissance que me donnent les gens qui se regroupent autour de moi pour aller chercher, ben, typiquement, tu vois, des intervenants particulièrement prestigieux pour ma communauté, pour Fast Track Investor, pour aller chercher des deals particulièrement intéressants. Parce que quand je dis, bah voilà, j'ai derrière moi à peu près 450-500 millionnaires, multimillionnaires à qui je peux présenter le deal, bah forcément ça me donne un impact qui est plus important que si je dis C'est juste différent, c'est sûr. je suis tout seul. Autant en termes de capacité à aller choper des deals hyper intéressants que de négocier aussi des avantages sur ces deals-là. Donc voilà, et puis chaque personne qui du coup rejoint mon écosystème, et ben en fait moi ce que je vais chercher, je déverse derrière. Donc tel que je le vois, c'est l'alignement des intérêts individuels et elle est bah, alignée, il est là, il est présent, ce qui permet comme ça d'avoir un effet de résonance où tout le monde se renforce. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est un levier de puissance personnelle pour aller plus vite, tout en apportant de l'impact, de la valeur, ce qui moi-même me renforce. Donc ça crée un effet de cercle vertueux et de caisse de résonance ultra puissante. C'est ça, je trouve intéressant le côté, en fait, c'est un toi augmenté par l'écosystème que tu es en train de créer autour de toi. Et je trouve que c'est Oui, la beauté de la chose, c'est que euh, t'as pas ce côté individualiste pour l'individualisme et le moi-je, regardez-moi, quoi. Il y a le côté, bah, je sais que si je veux aller aussi plus vite, je peux pas y aller seul. Et du coup, c'est par mon individualisme, sous un certain angle, que je vais attirer les gens avec qui ça résonne pour que, en fait, notre somme d'individualité puisse bah, devenir un collectif qui est plus fort. Et on retrouve Batman. c'est ça, c'est ça, Mais justement, vu que c'est tu ça. parles de collectif, donc on évoque Mm. la communauté Youmento depuis tout à l'heure. Youmento, déjà, ça veut dire quelque chose en particulier? Alors l'origine du nom pour la communauté, c'était un jeu de mots avec ce côté you, toi et ton mentor, d'où le logo aussi, il y a le U et le M qui sortent d'un cadre. Voilà, c'est tout l'objectif hein, qu'il y a au sein de la communauté, c'est de sortir du cadre, c'est de découvrir des nouveaux horizons. Et moi, je fais encore le parallèle avec ce brouillard de guerre. Le, tel que je l'ai conçu, rejoindre la commu, c'est en fait lever du brouillard de guerre automatiquement. Parce que, comme dans un jeu vidéo, hop, on a des d'autres persos, joueurs qui rejoignent notre groupe. Et du coup, hop, ah bah, on voit la zone qui est autour d'eux. Et là, on se dit, ah bah tiens, d'un seul coup, j'ai une vision plus claire de la carte. Et je peux tout de suite identifier, ah bah tiens, là, en fait, il y a des trésors, c'est intéressant d'y aller. Ah là, il y a des dragons, on va éviter de s'y aventurer. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça. La communauté, c'est bah, exactement l'essence de ce que je viens d'évoquer, d'allier le bah, l'individualisme, mes intérêts individuels avec ceux des autres, et puis de créer un collectif comme ça qui se renforce et qui se renforce au fur et à mesure du temps, puisque comme là aussi on crée une caisse de résonance, que les membres progressent, et ben comme ils progressent, ça tire l'ensemble du groupe vers le haut, quoi. Voilà. Et justement, d'où est venue l'idée de créer ça? Parce que au départ, tu nous disais, voilà, j'ai commencé à faire des investissements seul, je me suis heurté un peu à des murs, j'ai eu l'effet Vanity Metrics. Donc là, j'ai l'impression que tu étais un peu seul, mais du coup, c'est quoi le passage entre justement cette dimension plus individuelle et puis ensuite ce toi augmenté que tu as réussi à créer par la suite? Alors, effectivement, tu as utilisé le même terme solitude, seul. Euh, Pendant longtemps, je me suis senti très seul. J'étais pas entouré d'autres entrepreneurs. J'étais un peu le côté, tu sais, gros poisson dans le petit bocal, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et je devais même mentir, tu vois, je mentais sur ce que je faisais quand je me présentais. Je disais oui, je suis dans l'informatique. Je disais pas que j'étais entrepreneur parce que je côtoyais des gens qui avaient une défiance envers ça, tu Ah vois. ouais. Donc j'étais toujours voilà, à pas trop dire quoi, à me méfier. Euh,
Donc, beaucoup de solitude et une souffrance par rapport à ça, de pas pouvoir partager, de pas avoir des gens autour de moi qui comprenaient ce que je ressentais, avec lesquels je pouvais échanger, et qui pouvaient aussi me tirer vers le haut et justement m'empêcher d'aller vers les travers dans lesquels étaient aussi les personnes que je côtoyais et qui, du coup, par souci de similarité et de conformisme social, je me complaisais dedans, quoi. Et à un moment donné, euh, il y a eu une conjecture de multiples facteurs qui ont fait que j'ai remis en cause profondément tout ce que je faisais depuis une douzaine d'années, c'est à la naissance de ma première fille, où quand elle est née, on a mis 4 ans pour l'avoir, ça a été long, et donc elle était ma priorité quand elle est née. Je bossais à l'époque, je faisais mes 50-70 heures, je bossais comme un forcené. J'avais combien? J'avais deux structures à l'époque, c'est ça. Et quand elle est née, elle était ma priorité, donc je me suis mis à moins bosser. Et en même temps que je me suis mis à moins bosser, je me suis rendu compte que je faisais plus et mieux en moins de temps. Et là, ça a vraiment créé une grosse remise en question en me disant, mais attends, qu'est-ce que tu fais depuis 12 ans? Plus, bien sûr, le fait que ma fille était là et que ça, quand on a des enfants, je pense que tous ceux qui ont des enfants peuvent le comprendre, quand on a comme ça, on n'est plus au final on est responsable d'un autre individu qui compte sur nous, qui n'a rien demandé, il est là, c'est de notre volonté, et il faut qu'on s'en occupe, et il faut qu'on soit exemplaire. Voilà, l'exemplarité est ultra important. Et donc à partir de là, pour moi, ça a été j'ai tout remis en question. Voilà, ma manière de bosser, ce que je faisais, la manière dont je le faisais, mes objectifs, ma manière de penser, les personnes qui avaient autour de moi, et quelque chose que j'ai identifié assez rapidement, de par de nombreuses lectures, de nombreuses formations aussi en termes de développement personnel, de montée en compétence sur la thématique investissement, sur la thématique entrepreneuriale, parce qu'avant j'étais beaucoup la tête dans le guidon, donc je me formais peu. J'étais très, tu vois, dans l'opérationnel à charbonner comme un entrepreneur rat race, tu vois, je prends souvent cette image, mais j'étais un entrepreneur rat race. Il y a toute une grosse partie des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs rat race. Ils se sont créés leur petite cage dorée. Voilà, ils ont bien choisi leurs barreaux, où est-ce qu'ils allaient les mettre, de quelle couleur ils allaient les peindre, mais ils se sont retrouvés complètement prisonniers de leur business. Et moi, c'est ce que j'étais. C'était devenu juste intolérable parce que le futur moi que je voyais, mon évolution à horizon de 15-20 ans, c'était que j'allais mourir. J'allais finir avec une crise cardiaque, un AVC, un burn-out, une dépression, un cancer, enfin, j'allais mal finir. Et puis certainement aussi avec peut-être divorcer, à ne plus voir, pas avoir passé le temps qu'il fallait avec mes enfants, être dans un état physique qui allait certainement pas être très glorieux non plus. Et donc quand j'ai fait ce diagnostic-là, clairement pour moi c'était juste impensable de rester sans réagir. Il fallait que ça change. Donc un des éléments que j'ai identifié, c'est la. Alors ça, c'est vraiment une phrase bateau, mais qui pourtant est extrêmement vraie, où on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et donc bon ben globalement à l'époque je suis parti de ce postulat, je me suis dit ben j'ai regardé autour de moi qui je côtoyais et je me suis dit mais enfin ça va pas, il faut absolument que je change mon entourage. Et donc je me suis posé, j'ai réfléchi, ok, de quelle typologie de personnes je veux m'entourer. D'accord. Bah je veux avoir des gens qui sont entrepreneurs. Mais je veux pas des entrepreneurs à trace. Je veux des gens qui soient inspirants pour moi et qui vont dans la même direction de recherche de liberté que moi. La composante essentielle pour ça, c'est la capacité à bien gérer ses finances et son argent, de savoir investir parce que ça crée un socle euh, de résilience pour ne plus être dépendant de son business, être en capacité de générer de l'argent, c'est bien, mais de le transformer en actif qui nous génère du revenu et qui nous donne la capacité comme ça de dire si à un moment donné, bah, j'en ai marre, j'arrête, je passe à autre chose, en quelque sorte un fuck you, un petit fuck you money, euh, c'était quelque chose vers lequel je voulais aller. Donc, il me fallait des gens qui étaient dans cette dynamique-là. Et forcément, pour être en capacité d'être dans cette dynamique-là, pour moi, le développement personnel était le troisième pilier. Il fallait avoir des gens qui étaient en capacité, qui avaient compris qu'il fallait qu'ils travaillent sur eux, qu'ils travaillent sur leur
manière de penser, qui travaille sur la manière d'interagir avec les autres, qui avait une capacité d'ouverture d'esprit, de remettre en question en permanence leur certitude. Et donc, ça a été la genèse de la chose. Au tout début, j'ai créé un petit groupe comme ça. J'ai regroupé des gens qui me semblaient plutôt correspondre euh, à l'idée. C'était les prémices, la genèse de Youmento. Et puis, au bout d'un moment, j'ai travaillé sur la notion d'ikigai. Ok. L'ikigai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept d'origine japonaise qui vient de l'île d'Okinawa, une île qu'on dit l'île des centenaires parce que c'est là où il y a de mémoire le plus de centenaires. En tout cas, ils vivent très longtemps. Et on a comme ça des zones blue chip, on les appelle les blue chip, des endroits dans le monde où les gens vivent particulièrement longtemps et particulièrement en bonne santé. Et donc Okinawa, ils ont le concept d'ikigai. Et c'est au cœur de leur culture, ce qui fait que l'ikigai, c'est la notion de mettre dans sa vie, d'avoir une activité qui soit pour laquelle on est doué, que l'on aime faire, dont le monde a besoin et qui nous permettent d'en vivre. Voilà, si on regroupe ces quatre éléments, on a notre ikigai. Et donc je me suis mis en réflexion, en quête de ça, et je me suis rendu compte que ce que j'avais lancé avec les prémices de Youmento, j'étais dans cette dynamique depuis longtemps dans mes business, mais avec mes salariés. Sauf que j'avais des gens qui n'étaient pas câblés comme moi. Et c'est juste, ils ont des aspirations, ils ont des manières de fonctionner qui sont différentes, des préoccupations qui sont différentes. Et quand on n'a pas connu l'entrepreneuriat, on n'est pas en capacité de comprendre ce que vit un entrepreneur. Moi, j'avais connu le salariat, donc j'avais un minimum d'empathie sur voilà ce qu'il vivait, mais c'était pas le cas à l'inverse. Et donc j'avais essayé toujours d'être dans la même dynamique que je suis actuellement dans Youmento, mais j'étais extrêmement frustré. Typiquement, je leur avais parlé des cryptos au tout début en disant, les gars, il y a un truc là, il se passe quelque chose. Et moi, j'avais envie qu'ils s'enrichissent aussi, tu vois, qu'ils chopent cette potentialité. La plupart m'ont ri au nez. Et je me rappelle de cette frustration où je leur avais présenté une vidéo de mon mentor où il s'était moqué de lui, mais j'étais sorti de là, mais dégoûté quoi, face à aussi peu d'ouverture d'esprit, avec tout de suite des poncifs de ouais, de toute façon c'est une arnaque, c'est un Ponzi, c'est de l'argent, du terrorisme, et en fait je ne voulais plus côtoyer au final et être dans un cercle de ce type. Donc j'ai commencé à créer la communauté Youmento. Les prémices, ça a été un petit groupe comme ça. J'ai découvert la notion d'ikigai. Je me suis dit, ben, moi j'aurais été prêt à payer pour ça parce que j'ai testé des tas de groupes de mon côté et j'ai essayé de trouver Ouais. en fait un groupe comme ça. Je ne l'ai pas trouvé. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ben ok, ben, je vais le créer moi. Du coup, je vais le lancer moi. Et c'est là qu'est parti ce business, mon ikigai, cette activité, ou qui regroupe ce que j'ai évoqué tout à l'heure et qui aujourd'hui est monétisé et me nourrit en même temps, puisque au-delà de l'aspect lucratif, mais et bien sûr je ne m'en cache pas, l'objectif de Youmento c'est que ça soit lucratif et c'est lucratif. Mais le gros de la valeur, je le pioche avec les échanges que je peux avoir avec les membres, les synergies, les partenariats, les opportunités, l'inspiration que ça a fait naître, qui est bien supérieure au final que l'argent que m'a ramené d'un point de vue purement activité la communauté. Bah, en tout cas, voilà, je t'ai laissé en fait raconter l'histoire parce que d'un trait, parce qu'il y a tellement une énergie avec avec justement ce que tu évoques que ça méritait d'être fait en un trait. Il y a plusieurs Merci. éléments qui me paraissent vraiment importants dans ce que tu décris et qui pour moi sont souvent la cause des blocages des personnes qui n'arrivent pas à avancer. C'est justement cette capacité à se regarder soi-même. Alors souvent, c'est intéressant parce que dans ton histoire, il y a eu un événement. Et c'est souvent les événements un peu brutaux, si je puis dire. Donc toi, c'est plutôt un événement heureux parce que Mm. tu as eu ta fille qui est arrivée. Donc avec difficulté, tu le disais, mais justement, je trouve que ça donne du contexte aussi à cet événement-là. C'est que quand c'est arrivé, c'est devenu quelque chose qui a été très important pour toi. Et ça t'a forcé un arrêt de la tête dans le guidon de l'entrepreneur. Mm. Et le fait d'avoir réussi à lever la tête, je trouve que c'est déjà extraordinaire d'avoir réussi à le faire et ensuite d'avoir eu la volonté de faire autrement. Parce que quand on est dans des habitudes,
on connaît ce confort, tu vois, de la situation qu'on n'aime pas. Mais essayer d'aller chercher autre chose comme tu l'as fait, en fait, c'est beaucoup de courage derrière, qui est soutenu par quelque chose qui est très honorable de vouloir s'occuper aussi de sa famille, vouloir passer du temps avec. Et j'ai trouvé ça vachement touchant quand tu disais, mais en fait, moi, je me voyais crever, quoi. Tu vois, je me voyais continuer dans cette roue. Justement, tu parlais de rat race, donc du coup, dans la roue, et d'avoir un avenir qui, au final, tu vis pour travailler, quoi. Et au final, là, ça devient plus intéressant. Et le fait de vouloir chercher un environnement qui te correspond mieux, c'est aussi très courageux parce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses des filtres. Est-ce que tu te rappelles de Mm. certains filtres que tu as dû faire qui ont été particulièrement difficiles dans ton entourage? Ah oui, bah écoute, il y a des personnes que je ne côtoie plus. Euh, Notamment tu vois, des personnes. Alors, je sais, hein, il y a des gens qui vont mal réagir à ça, mais je le dis. Moi, il y avait des amis d'enfance où, au bout d'un Hmm. moment, je me suis rendu compte, en fait, on n'a plus rien en commun, quoi. Enfin, et qui avaient un impact que je trouvais néfaste sur moi. Euh, du côté familial aussi, voilà, alors pas ne plus pas couper les ponts, hein, mais de la distance. Ouais, Voilà, une parce distance, que ouais. Hmm. des vies différentes, hein, tout simplement, et à chacun son chemin. Moi, j'en appelle beaucoup à la responsabilité personnelle. Un truc qui m'insupporte, c'est les gens qui passent leur temps à râler sur des choses sans rien changer. Et si à la rigueur, tu as fait le choix dans ta vie, que tu as arbitré tes regrets d'une manière conscientisée, tu as dit, bon, ben voilà, je fais le choix de ne pas faire ça et j'accepte du coup les inconvénients qui vont avec. Ben moi, je trouve ça courageux et je respecte les gens qui sont en capacité de faire ça. Je ne respecte pas, par contre, les gens qui sont dans la complainte euh, perpétuelle, à se plaindre toujours des mêmes choses et qui ne font rien pour les changer. Ça, c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. Et les gens comme ça, je les tiens aussi loin que possible. Et puis après, il y a des gens qui sont responsables, et comme je dis, je respecte, mais après, c'est juste qu'on a des vies tellement différentes et des aspirations tellement différentes que, enfin, se côtoyer juste pour se côtoyer, parce qu'il y a une obligation d'un côté, je sais pas, sociétal, familial, etc. Je dois avouer que c'est pas un truc qui... Enfin, c'est un truc que je refuse aujourd'hui. Voilà. C'est marrant parce que, tu vois, rien que le logo, tu disais on sort du cadre. Hum, En fait, il y a hum, bien des normes culturelles qui souvent nous enferment dans du politiquement correct. Et c'est là où je te rejoins, c'est que des fois, on s'est enchaîné, on a été enchaîné depuis notre enfance à des habitudes, des choses où on accepte quelque chose qui nous fait du mal. Il y a un moment donné où on a le choix, un instant T, c'est ce qu'on met derrière le terme adulte au départ. Hein. On dit quand on est adulte, on peut commencer à faire des choix. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on a la volonté suffisante de le faire? Parce que quand tu commences à faire autrement, et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure, quand tu as commencé à parler des cryptos, voire même quand il y avait autre chose encore avant que tu avais évoqué, je me souviens plus exactement, mais le fait de faire un petit peu différemment te met à l'écart. hum. Et en fait, quand ça te met à l'écart, c'est est-ce que tu es prêt à être à l'écart, à potentiellement être seul pendant un moment, mais c'est assez rare que tu y restes. En réalité, c'est comme les risques qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. C'est rare que tu restes si seul que ça, parce que tu vas forcément raisonner avec d'autres personnes qui sont seules à côté, et que vous allez former un tout. Et c'est pour ça que je trouve ça très, très intéressant aussi que tu nous partages ça, parce que il y a plein de personnes en fait qu'on connaît depuis très longtemps, et puis plus la vie avance et plus on connaît des gens. Et le temps que l'on a, il est limité. Et donc faire le choix des gens avec qui on interagit, c'est super important, sans pour autant être dégradant d'une personne, tu vois. C'est pas parce que je veux passer moins de temps avec toi que tu n'es pas une bonne personne ou que je t'estime pas. C'est juste qu'à l'heure actuelle, dans la relation ou dans le chemin de vie que moi j'ai, euh, en fait, je fais des choix un petit peu différents. Et c'est une conversation à avoir. Et effectivement, si dans une relation, de toute façon, ça va dans les deux sens, hein, si la relation est importante aussi pour l'autre, autant avoir la conversation. Et c'est des choix qui sont difficiles.
Oui, après, il n'y a pas tout le monde qui est capable, en capacité d'entendre ce type de choses. Ouais, je te rejoins. Voilà. Ouais, c'est toujours pareil, ça dépend des individus. Et je veux juste évoquer quelque chose, hein, voilà, il y a cet adage que je trouve d'une tristesse. Pour vivre heureux, vivons cachés. Oui, Et s'il y a un truc que j'ai appris ces dernières années, c'est au contraire se dévoiler. Parce que se dévoiler, et d'où les réseaux sociaux, d'où ma chaîne YouTube, d'où cette authenticité que je m'efforce d'avoir au maximum. Parce que forcément, il y a des gens qui me critiquent. Oui, il y a des gens qui se moquent de moi. Oui, il y a des gens à qui ça convient pas. Et c'est tant mieux. Comme ça, ils s'éloignent. Mais par contre, toutes les autres personnes qui me correspondent, qui rentrent en résonance avec ça, ils viennent vers moi et du coup, on se nourrit les uns les autres. Donc effectivement, tu le dis très bien, quand on a une phase de changement comme ça, la meilleure des choses à faire, pour moi, c'est d'en parler, c'est de l'assumer, de parler de ses objectifs, de parler de son ambition, de parler de la vie que l'on veut, parce qu'il y aura des gens qui vont se dire, ah tiens, lui, ça me parle, ça me plaît, c'est pas commun ce qu'il dit, j'ai envie de me rapprocher de lui, j'ai envie de le côtoyer. Si on fait ça, on reste pas longtemps seul, ça c'est clair. en tout cas, c'est l'expérience que j'ai pu vivre aussi moi-même. Et puis, bah, si on est là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une raison. Mm. Et justement, je voulais continuer sur l'histoire de la communauté. Parce que donc moi, quand j'y suis rentré, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir l'engagement des gens à l'intérieur. Parce que moi, dans le monde de l'entreprise, donc tu sais que moi, j'accompagne bah, des individus, des équipes et des organisations hein, à mieux travailler ensemble. Et le thème de la communauté revient souvent. Donc on veut créer des communautés de pratique. Et c'est un bordel sans nom, dans le sens où souvent tu allumes l'étincelle au début, mais jamais ça tourne tout seul. Tu vois, c'est-à-dire que toi, effectivement, tu alimentes d'une certaine manière et bah, tu es rémunéré aussi pour ça, hein, pour cadrer, pour garder en fait on va dire les La règles. dynamique. C'est ça, la dynamique qui est autour. Mm. Euh, mais il y a quand même les membres en eux-mêmes, parce que moi, quand je suis arrivé, par exemple, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, il y a des choses qui se sont faites sans forcément que tu aies à pousser. Donc quand tu pousses, ça marche mieux, bien sûr, hein. mais C'est euh, clair. mais il y a quand même des choses qui se font sans que tu aies besoin de le faire, et je trouve que c'est assez fascinant dans ce sens-là, parce que c'est extrêmement difficile lorsque justement c'est une communauté qui n'est pas payante. Quand ce n'est pas Mm. payant, je n'ai aucune obligation de faire quoi que ce soit à l'intérieur. Euh, de ton regard, maintenant que tu as, ça fait quoi? Ça fait 4 ans, tu disais? 4 5 ans, non? La communauté? Attends, la communauté. Alors, la chaîne YouTube, je l'ai lancée il y a 5 ans. La communauté, c'est à peu près la même. Ça fait à peu près 5 ans aussi. Donc 5 ans. Qu'est-ce qui pour toi fait le succès justement d'une communauté qui marche? Alors, à mon sens, après, tu vois, d'une manière générale, hein, je crois tu vois, on n'a jamais réussi. On est toujours en train de réussir. Ouais, je Donc, comprends. euh, tu vois, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de succès parce que tu sais jamais rien n'est acquis. T'es tout le temps en train de l'entretenir. Mais, Bon, on le voit derrière toi, hein. euh, C'est un truc en mouvement, hein. Les ouais, résultats, le succès, il y a que des trucs autour de ouais, c'est vrai. la persistance, travailler dur, la Ouais. consistance et tout. Oui, oui, oui. Je suis un adepte effectivement, de la notion de discipline et je crois beaucoup plus à la, la constance qu'à des efforts puissants sur une petite durée de temps. Voilà, voilà, les intérêts composés. Ouais. On refait les liaisons avec l'investissement. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je crois que effectivement, ma présence sur les réseaux sociaux que j'évoque comme un phare dans la nuit pour attirer des gens pour la communauté, qui déjà fait un premier filtre automatiquement, parce que comme j'ai une certaine authenticité, il y a des gens qui se disent mais c'est qui ce connard? Désolé pour le terme, hein, mais grosso modo c'est ce qui se passe, hein. Et d'autres qui disent mais j'adore, c'est super intéressant, j'aime bien la manière dont il parle, ses idées, c'est rafraîchissant, ou qui ont ou qui ont la capacité à se dire, ok, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais quand même, c'est intéressant, ça me fait réfléchir. L'ouverture d'esprit, voilà. Donc ça fait déjà un premier filtre. Ensuite, bah, il y a toute la phase de sélectivité pour entrer dans la communauté, qui va donc permettre
parce que ben tu passais au travers Tout à du fait. filtre, tu as vu ce que c'était. Et je pense que, enfin je sais, c'est pas je pense, je sais que très rares sont les business qui ont ce type de process, parce que en fait c'est c'est à l'inverse des pratiques marketing. Il y a un maximum de friction. Ouais, je comprends, C'est ouais. fait pour, c'est fait pour, en fait, ouais, t'as la vidéo d'une heure, t'as l'entretien avec moi, tu dois répondre aux emails, t'as le truc du mot de passe, donc tout ça c'est de la friction. Plus derrière la réponse après l'entretien où elle vient pas tout de suite. Là aussi, friction encore. Mais tout Ouais, ça, ça, je me ça rappelle, ça. participe, ça Je me dis, mais pourquoi participe il veut pas me dire? à la sélectivité. Et pour moi, ça vient créer du coup derrière de l'engagement. Parce que de par cette sélectivité, tu sais que elle s'est appliquée aux autres aussi. Ça a tout de suite en termes de valeur perçue des autres gens qui ont dans la communauté, ben pouf, ça augmente le truc. Et de par la typologie de personnes que je sélectionne qui ont une envie, qui ont en fait une des douleurs sur lesquelles je joue en fait, c'est les douleurs que j'avais moi, la solitude. C'est d'être entouré de personnes où on doit cacher en fait, on doit se mettre un masque, on doit mettre des artifices, on ne peut pas dire vraiment ce qu'on pense. Et pour moi, la communauté, c'est un havre de paix où on peut dire ce qu'on pense, avec parfois d'ailleurs des propos qui sont considérés comme choquants par la société d'une manière générale, et avec des gens qui, dans 99% des cas, ont la capacité ou arrivent à réagir en disant, bah, je suis pas d'accord avec toi, mais ok, c'est ton point de vue. Je t'écoute vraiment. Je suis pas juste là en mode, j'essaye de te convaincre mordicus que c'est moi qui ai raison. Là, c'est l'aspect ego et capacité de se remettre en question et l'ouverture d'esprit qui sont hyper importantes. Et je pense que, en fait, juste déjà en faisant ça, avec l'aspect payant, bien évidemment, ça on le sait, hein, d'un point de vue psychologique, la valeur perçue entre un truc pour lequel je paye et un truc pour lequel je paye pas ne va pas du tout avoir le même impact. Et donc l'engagement qui y a derrière non plus. Et c'est aussi la raison pour laquelle, tu vois, j'ai augmenté au fur et à mesure du temps le prix pour la communauté. Euh, Parce que le groupe en lui-même a monté de niveau et que du coup, il faut aussi attirer des gens qui correspondent au niveau qui est monté au sein de la commune. Et clairement, l'aspect monétaire et le prix d'entrée est un aspect aussi de sélectivité, quoi. Donc, je pense que c'est tous ces éléments, plus bien sûr le, la dynamique et l'animation que j'essaye de mettre en place avec tous les trucs que tu peux voir, tu vois, les workshops qu'il y a toutes les semaines, les échanges dans le Slack, les opportunités, les dîners Youmento, les événements qui parfois s'organisent spontanément au sein de la commu. Euh, voilà, c'est tout ça. Je dis souvent l'intelligence c'est dans la nuance. Et donc, c'est la nuance de tous ces éléments qui font que, effectivement, je pense que ça marche plutôt bien aujourd'hui. En entreprise, ce qui a tendance à être fait, c'est que on ouvre les bras à tout le monde. Et vu qu'on ouvre les bras à tout le monde arrive avec des intentions qui sont totalement différentes. Des gens qui ont vu la lumière, ils arrivent. D'autres qui se disent, ce serait bien que j'y aille parce que je vais être bien vu le fait d'y aller. Et d'autres qui sont vraiment intéressés. Tu vois, je te fais un peu comme ça. Et du coup, les gens y viennent, mais à la première occasion, dès qu'il faut contribuer ou sortir un petit peu, tu vois, de l'ombre, bah, il n'y a plus personne. Forcément, parce que c'est facile de partir, autant que ça a été facile de rentrer. Et je trouve que ce que tu évoques, par exemple, qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir une conversation avec chaque personne qui veut rentrer pour connaître les motivations des gens et potentiellement accepter le fait qu'ils viendront simplement en spectateurs. Si c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut diffuser au maximum, donc c'est bien d'avoir des spectateurs pour qu'ils soient sensibilisés aux choses. Mais si on cherche des gens qui veulent contribuer, c'est que le contrat se fasse avant l'entrée. Parce que dès que tu es rentré, ils viennent consommer en fait ce qu'il y a dans la communauté et c'est toi qui ne fais que charbonner. Et ça, je trouve que tu vois, les différentes étapes que toi tu as, en plus de la dimension monétaire, mais tu peux pas demander aux gens de payer dans un truc entreprise, tu vois, comme ça. Mais je pense que le fait d'avoir un process un peu plus sélectif fait que effectivement, quand tu as la douleur du process,
potentiellement tu as envie de rester quand tu es accepté. Et ça, je trouve qu'on le fait pas. Et je me dis que ça peut être une idée intéressante à avoir. Pas pour bloquer les gens, mais juste pour qu'ils comprennent que c'est du temps qui a de la valeur et du temps qui est investi. Parce que les gens se rendent pas trop compte des fois que des fois on organise des événements et il y a personne qui vient. Mais en fait, on l'a pas organisé pour nous, on l'a organisé aussi pour eux. Et donc du coup, tu vois, enfin toi, tu le connais mieux que personne. Quand tu organises des événements et que les gens te disent pas, en fait, on vient pas et que tu te retrouves tout seul, voilà, c'est pas super super agréable. Mais en tout cas, voilà, c'est ça que ça me fait résonner dans ce sens-là. Et il y a une chose qui me paraît aussi importante, c'est que tu as une présence qui est à la fois suffisamment fréquente, c'est-à-dire qu'on sait que tu es là, et en même temps suffisamment, comment dire, non fréquente, du coup. En retrait, suffisamment en Ouais, retrait. ouais, c'est ça. Qui fait Mm. que il y a un moment donné où notre propre responsabilité est en jeu. Ça veut dire que et moi le premier, je me suis dit bon ok, c'est cool, Cédric il m'a mis en relation avec des personnes, mais il y a un moment donné quand même où c'est moi qui va me faire ma propre expérience. Et donc c'est aussi à moi d'aller contacter des gens. C'est-à-dire que sinon je ne suis qu'en attente de ce que toi tu vas faire vis-à-vis de moi ou d'autres personnes. Et ça devient problématique. Ça veut dire que je deviens simplement consommateur, simplement parce que j'ai payé. Et je trouve que ça, c'est le risque de ce genre d'exercice-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme tu le disais, c'est la qualité des interactions, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, on n'a pas forcément d'affinité avec tout le monde, mais ça, c'est humain. Par contre, il n'y a personne aujourd'hui avec qui j'ai discuté dans la communauté qui n'a pas été suffisamment ouvert à une conversation utile. C'est-à-dire que tu arrives déjà avec un branchement où Mm. justement tu casses certaines barrières du quand je te dis ça, faut pas le prendre pour toi, ou je suis là à me comparer à toi et tout. Et justement, je trouve que la beauté de la chose, c'est qu'il y a des gens qui ont justement réussi à faire plein de choses, qui sont souvent très largement au-dessus de ce que moi ou d'autres ont pu faire, mais qui ont Ou cette même moi. capacité, ou voilà, mais qui ont cette capacité à te parler de manière très simple. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens qui vont se vanter à l'extérieur pour finalement beaucoup de creux dans la réalité, parce qu'on sent que les réseaux sociaux les aident à se gonfler vers l'extérieur, alors que là, il y a beaucoup de personnes qui réussissent plein de belles choses et qui réussissent à te parler comme si, je sais pas, tu étais au McDo avec eux et qu'ils étaient sur la table d'à côté, tu vois. Et je trouve que ça, c'est très rafraîchissant. Et probablement que le filtre fait la différence. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un bel espace que tu as réussi à créer et que j'ai vu assez rarement ailleurs. C'est pour ça que je trouvais que c'était important d'en parler parce que ça vient donc d'un rêve de ta part, de créer quelque chose que tu n'as pas trouvé ailleurs. Tu as commencé petit avec un petit groupe de personnes et puis ensuite ça a grossi et tu réussis aujourd'hui à faire rayonner quelque chose que je trouve est plutôt beau. Donc déjà bravo à toi pour ça. Merci. Merci pour tes bons mots. Très heureux de les entendre. Euh, et puis, oui, bah, c'est ce genre de choses, tu vois, c'est bien de s'en souvenir. Effectivement, donc, tu vois, de faire preuve de gratitude, c'est d'ailleurs un exercice que je fais quotidiennement, de me rappeler tout ce qui va bien dans ma vie, et Dieu sait qu'il y en a. Donc voilà, une grande gratitude que j'ai aujourd'hui d'avoir la communauté, d'avoir les gens qui sont dedans, tu vois. Là, on a fait avec ceux qui sont à Maurice, on a fait une journée Youmento dimanche, c'était extraordinaire, on a passé une excellente journée. Et puis voilà, on a eu l'occasion aussi de se voir quand je suis venu, pour ceux qui étaient dans le sud de la France, euh, du côté à mon domicile d'ailleurs, du côté d'Aix. Et voilà, je sais que c'est toujours à chaque fois de très bons moments. Ça permet comme ça de créer du lien. Je vois les interactions qui se créent. Les gens se disent ah bah tiens on va faire ça ensemble. Extrêmement satisfaisant pour ma part, en plus de l'aspect nourrissant. En tout cas pour ma part, c'est voilà, c'est mon ikigai quoi. J'ai l'impression de pas être trop mauvais à ça, ou si j'enlève le côté à vouloir être humble absolument, bon, voilà, je pense que j'ai un talent sur ce sujet. Et
Et donc, grande satisfaction du coup de voir les choses s'opérer. Bah, ça se voit dans tes yeux qui brillent quand tu en parles. Donc c'est un petit peu ton troisième bébé, quoi. Tu vois, sous un certain angle. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, non, exactement, exactement. Tu le dis très bien. Mm. Mais du coup, justement, un dernier sujet que je voulais aborder avec toi avant d'aller dans notre dernière phase de l'épisode, parce que tu l'as évoqué, c'est Maurice. C'est-à-dire Mm. qu'avant, tu étais en France et un jour, tu as décidé de partir. Bah, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a amené à te décider de partir pour justement avoir le plaisir d'entendre les oiseaux à côté de toi? Alors, j'ai fui. Voilà, j'ai fui. Concrètement, face à l'adversité, je dirais qu'il y a trois réactions. C'est soit tu combats, soit tu restes immobile et figé, soit tu fuis. Moi, j'ai choisi la fuite. Je ne rentre plus en résonance avec Enfin, je crois que j'ai jamais vraiment été en résonance de toute manière avec la manière dont fonctionne la société dans son global, dans sa globalité en France, les décisions politiques, la direction que ça a pris, voilà, il y a beaucoup de choses en termes d'ambiance, en termes de mentalité. Et d'ailleurs, alors, je suis reconnaissant parce que en fait, ça m'a poussé à créer Youmento. C'est parce que tout le reste était tellement difficile à vivre que je crée Youmento comme un havre de paix où les gens comme nous puissent se dire oh, enfin, je peux parler sans qu'on me crache à la gueule, sans qu'on me juge. Je peux discuter avec des gens qui sont dans la même dynamique que moi, qui me comprennent, qui sont pas, tu vois, dans le jugement à leur propre pièce, véhiculé par des gros clichés de la société, des médias, etc. Voilà, c'était un besoin limite de survie psychologique en fait. Ouais, je comprends. Et donc à un moment donné avec aussi mon épouse, on se disait mais on n'est pas à notre place, on n'est pas bien là-dedans, ça ne nous convient pas. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, on arbitre ses regrets. Il y a des gens qui restent et si ça leur convient, bah ça va, très bien pour eux quoi. Ils ont arbitré leurs regrets. Moi, j'estimais que c'était devenu trop douloureux, trop difficile. Donc on s'est dit, bah, on s'en va. Euh, Là-dessus, on en revient le côté exemplarité pour mes filles. C'est aujourd'hui un truc qui me drive énormément. Les enfants, on est là, une fois qu'ils sont nés, on est là pour leur créer des souvenirs en fait. Et donc j'essaye de créer des souvenirs. Le parallèle va te paraître étrange et certainement à beaucoup de gens. Je fais le parallèle avec les LLM, tu vois. Mes filles, c'est des ChatGPT, c'est Club, tu vois. Tu les nourris de données et en fonction de la qualité des données avec lesquelles tu vas les nourrir, eh ben elles vont être plus ou moins performantes entre guillemets. C'est ultra simplifié, c'est exagéré, mais c'est pour traduire mon propos. Bien sûr que je ne Oui, je vois pas mes comprends. filles comme juste des idées d'intelligence artificielle, mais in fine, elles sont en train de créer leur arbre de données, leurs neurones se développent et leur réseau neuronal se développe. Et donc, moi, un de mes rôles fondamentaux aujourd'hui, c'est de nourrir ce réseau neuronal des meilleures choses possibles. Et ça passe par l'exemplarité, puisque les neurones miroirs sont en action en permanence, et que là-dessus, elles vont se calquer sur les décisions qu'on a pu prendre, la manière dont on vit et dont on applique ce que l'on dit au quotidien. Et pour nous, de vivre dans un environnement où ça ne nous convient pas, où on se sent pas bien, ça allait affecter aussi notre relation familiale, notre vécu. Et là aussi, en termes d'exemplarité, pour casser cette barrière psychologique de l'attache à un pays, à une zone, tout un environnement dans lequel on a baigné toute sa vie, de casser ça dès le début pour nos filles, de leur donner l'exemplarité et la capacité de se dire, le lieu me convient pas, c'est pas grave, je vais à l'autre bout du monde. Et là aussi, c'est potentiellement un jour, elles prendront aussi cette décision de dire, papa, maman, je vais à 10 000 kilomètres, 15 000 kilomètres, parce que ça me conviendra, je pense que ça me conviendra plus là-bas. Donc je suis bien conscient que c'est dans l'avenir aussi quelque chose qui pourra avoir des conséquences difficiles en tant que parent. Mais qu'est-ce qui est le meilleur pour eux, pour elles?
je pense que c'était clairement cette décision, jusqu'à maintenant, une des meilleures décisions que j'ai pu prendre de ma vie, qu'on a pu prendre de nos vies. Euh, voilà pour la big picture. Après, je sais pas si tu vas rentrer dans le détail des pourquoi, mais grosso modo, ça en risque de tomber dans un côté fresh bashing où je vais parler de tous les trucs qui aujourd'hui me donnent envie de vomir, littéralement. Ils me font mal au cœur en voyant maintenant depuis mon île ce qui se passe au loin. Je sais pas si tu veux aller là-dedans, mais en tout cas, pour les raisons de la big picture, tu as, je pense, la réponse. Et c'est pas forcément l'objet d'aller dans le French bashing. L'idée, c'était surtout de comprendre qu'est-ce qui avait amené de la décision à l'action, parce que encore une fois, s'expatrier, c'est aussi en fait changer de cadre. C'est aller dans une culture qu'on connaît pas, même si bon, ça reste. C'est français là-bas. Je connais pas assez, donc ils parlent pas français, non là-bas? Si, Ah, si, si, il parle si, si. français, ce qui fait que Maurice attire pas mal C'est aussi de pour ça, ouais. personnes Et de donc en France. fait, le fait que tu bouges là-bas en emmenant toute la famille, c'est une île, donc c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Par contre, ça veut aussi dire que tu es allé chercher quelque chose que tu voulais et qui te correspond mieux. Et je trouve que c'est encore une fois la preuve de l'esprit entrepreneurial. Pour moi, c'est juste que tout ce que tu avais fait avant t'impliquait surtout toi. Et là, en fait, c'est un mouvement collectif de ta tribu à toi, quoi, si je puis dire. Et je trouve que c'était intéressant justement de comprendre qu'il y avait une véritable souffrance de rester. Et parfois, ce qui aide au mouvement, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est plus acceptable pour soi, là où je suis. Et j'ai l'impression que ça a impulsé ton mouvement. Et donc super. Tout à fait. C'est très bien choisi le terme inacceptable. Et ça, je pense que les gens ne, ne font pas assez ce travail d'une manière générale. C'est pour ça que souvent ils se complaignent dans cette espèce de zone entre deux où c'est pas assez douloureux pour s'en sortir. C'est Olivier Roland qui utilise le terme les chaussons de ciment, tu vois. Ça t'immobilise, mais en même temps, bah, ça va, c'est confortable, t'es bien dedans, donc tu bouges pas. Euh, et, et en fait, ce curseur-là, vraiment, si je fais une rétrospective sur mon évolution personnelle, je dirais que ma capacité à définir qu'est-ce qui est acceptable et inacceptable a évolué au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, le curseur vers l'inacceptable est beaucoup plus sensible. Je vais beaucoup plus rapidement dire non, ça ne me convient pas, je ne l'accepte pas, je refuse de vivre comme ça. Euh, et ça d'ailleurs c'est quelque chose qui est hyper libératoire une fois on a réussi à le faire, qu'on a passé aussi le côté de qu'en dira-t-on, tu vois. Et qu'on va accepter qu'effectivement il y a des tas de gens qui ne seront pas d'accord avec ça, qui critiqueront la décision, qu'on est ok avec ça parce que c'est ce avec quoi nous sommes alignés et qui vraiment est important pour nous. Et je Donc reviens sur la fameuse hygiène. En Mm. fait, une hygiène de prise de décision, une hygiène aussi de penser à soi. Et c'est pas forcément un problème de penser à soi, parce que en fait, on n'a qu'une vie et c'est notre vie. Et c'est quelque chose qui est important. Mais plus tu as réussi à faire cette décision dans ta vie, plus c'est facile de faire la suivante. C'est comme quand tu démissionnes la première fois, quoi, tu vois. Les autres fois seront beaucoup plus rapides. Mais effectivement, décider de ce qui est acceptable et inacceptable et accepter justement que ce qui est inacceptable ne l'est plus et qu'il faut bouger, je trouve que c'est une vraie compétence. Et bravo à toi si justement tu réussis à la développer de plus en plus. Et que tu vas réussir à la faire passer aussi aux gens qui t'entourent. Donc super, merci beaucoup. Merci Olivier. Euh, Vas-y, vas-y. Je veux juste évoquer un dernier truc, c'est une des valeurs fondamentales de la communauté, c'est la loyauté. Et souvent les gens pensent, tu sais, loyauté, je sais pas, qu'est-ce que ça te met comme image en tête, mais moi, il fut un temps où ça, tu vois, loyauté, je pensais au chien fidèle à son maître, tu vois, avec ce côté Ouais, effectivement. loyauté envers les autres. Et en fait, je l'explique sur le site, je l'explique dans la vidéo de présentation de la communauté, la loyauté, c'est avant tout la loyauté envers soi-même. C'est fondamental parce que si on n'est pas capable d'être loyal envers nous-mêmes, on ne va pas être loyal et euh, loyal à ses engagements envers les autres. Parce que ce qui amène à
ne pas tenir ses engagements envers les autres, c'est parce qu'on accepte de faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné. Donc déjà d'arriver à faire, je fais des choses et je m'engage sur des choses avec lesquelles je suis aligné, me donne le socle nécessaire pour être après en responsabilité, être capable d'honorer mes engagements et d'être loyal aussi envers les autres, quoi. Donc la loyauté, c'est avant tout envers soi-même, et ça passe aussi par la notion de développement personnel, de se connaître, de comprendre qui on veut être, ce que l'on veut accomplir, quelle vie on souhaite avoir, et vraiment nous, pas les projections qu'il y a autour de nous. On parle souvent c'est la deuxième montagne. Je sais pas si ça te parle, Ça me quoi, parle mais pas plus que ça, il y non. a, il y a la première montagne qu'on gravit, la montagne en clair des projections sociales, et puis quand on y arrive, on se dit, bah, en fait, c'est nul. Et c'est là que, là, on voit, ah ben, en fait, c'est la montagne qui est là-bas que je veux gravir. C'est pas celle sur laquelle je suis. Et donc, c'est la deuxième montagne, la montagne qui nous convient. C'est super. Rien de mieux pour boucler la boucle, parce qu'effectivement, dans le monde du changement et du développement de soi, en fait, on dit souvent que tout part d'abord de soi, et après le Et reste. Le reste viendra après, quoi. Donc, merci beaucoup, Cédric, pour tout ce trajet. On aurait pu encore discuter longtemps, mais du coup, il y a un moment donné, il faut qu'on arrête. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à la dernière phase de cet épisode. Et comme je te l'avais dit, c'est des questions un peu plus ouvertes, mais qui vont être basées sur des cartes. Et très bien. donc, ce que je vais faire, donc on va faire trois petites phases. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de sélectionner un chiffre entre 4 et 15. 14. 14. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de le faire au mieux, parce que quand on est en physique, tu vois, je donne les cartes, hein, comme je disais. Je vais t'afficher la carte. Et, T'as regardé sur ton deuxième écran, c'est ça, et t'as des cartes et virtuelles que tu vas afficher. ouais, c'est ça, c'est quoi la 14? Et puis, même pas. Excellent. Donc, je vais t'afficher ça. Donc, je te laisserai la lire pour les personnes qui voient pas la vidéo. Yes. Vas-y. Et ils répondent Si bien tu sûr après. pouvais revivre, ouais, si tu pouvais revivre trois moments de ta vie riches en émotions, lesquels choisirais-tu? Dis-nous quelles émotions c'était et où elles se situaient dans ton corps. Ok. Déjà, deux moments, les naissances de mes filles. Ouais. C'est, alors en particulier, non pas que j'aime moins la deuxième, mais la première a été particulièrement frappant parce que pendant longtemps, je me voyais, moi, vivre potentiellement sans enfant. Et les enfants, c'était pas un truc qui m'intéressait particulièrement, mais la première, il y a cette espèce d'amour inconditionnel qui te tombe dessus et il vient te gonfler. Voilà. Et tu vois, je parle de coup de l'émotion et de où ça situé dans le corps, ça s'y prête parfaitement. Ça vient te gonfler là, dans la poitrine, ça te remplit pour cette petite chose que juste avant tu ne connaissais pas et voilà, tu sais pas d'où ça vient. C'est extrêmement puissant. Et ça, voilà, ça te tombe dessus comme une enclume. Euh, donc les naissances de mes filles, c'était extraordinaire. Euh, et ensuite, si je dois en choisir un troisième, je dis des choses qui sont des banalités, mais ma foi, c'est les choses qui me viennent. Ah, attends, il y en a deux. Il y en a deux. Bah vas-y, hein, peu importe, hein. Ah, écoute, j'ai le mariage avec mon épouse. On a passé une journée tellement fabuleuse. Très très heureux de la manière dont le mariage s'est passé. C'était magique. C'était vraiment magique. Excellent moment. De la joie, tu vois, de la joie parce qu'il y avait moi qui suis très social, tu vois, de regrouper des gens. J'adore ça, regrouper des gens, de voir qu'ils interagissent avec eux, que ça se passe bien, qu'ils s'amusent, qu'ils passent un bon moment, voilà, que tu vois, ça amène de l'énergie positive. Ça, c'est le truc qui moi me fait vibrer. Et alors, je dirais si un autre moment qui a été extrêmement marquant dans ma vie, c'est mon exit crypto de 2021. Ce, C'était le 1er mai 2021, 1er ou 2 mai 2021. C'était à cheval sur les deux. Mais ce moment où tu vois le make it,
où je vends tout, quasiment tout, voilà. Et où, bon, bah ça y est, j'ai accumulé ce qu'il fallait pour dire fuck, tu vois. Si je veux tout laisser tomber là aujourd'hui et tout péter et partir du jour au lendemain, je peux le faire. Et ce sentiment de liberté, l'allégresse, le soulagement intense que ça m'a amené avec ce côté où tu es sur un petit nuage, parce que tu vois, parfois tu vois, je rêvais les années d'avant, ou parfois je me réveillais la nuit, où je rêvais que, tu vois, ça s'était bien passé. Et en fait, là, tu dis, non, non, c'est réel, tu vois, ça s'est vraiment passé, c'est vraiment possible, en fait, en quelques mois, de faire des gains aussi monumentaux. Ouais, c'était incroyable, quoi. Bon, en tout cas, rien que Voilà, de te regarder, tu m'as transmis l'émotion qui vient avec. c'est cool. Bah super. Alors, pour la deuxième phase, entre guillemets, je vais te proposer de me choisir deux nombres entre 16 et... tchouk, 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 entre 16 et 39. Donc d'en choisir deux. Et ce qu'on va faire, c'est que bah, après, je vais te montrer les deux. Tu vas lire les deux et tu vas choisir à laquelle tu veux répondre. Donc Bah, 16 et les 39. 16 et 39, comme ça, moi, ça me facilite la tâche. Donc, comme tu as pu le voir, en fait, la question précédente était plus sur le passé. Mhm. Là, ça va plus être sur le présent. Et puis, bah, bien sûr, il n'y aura pas trop de doutes sur la suite. 16, c'est celle-là. Ok, quelle première étape peux-tu mettre en place pour améliorer ta santé? Ok, donc Ok, ça, c'est la première excellent. question. Et la deuxième, c'est 39. Désolé, j'ai la molette de souris pas très rapide. Hop. Qu'es-tu capable de faire par amitié? Hein. Bah écoute, la première au final, alors la deuxième est clairement la plus difficile, donc je vais choisir celle-là. La première, j'estime avoir fait les gros efforts que je devais faire. Sur, d'ailleurs, sur ces derniers mois, j'ai eu j'en ai parlé dans la commu avec la mise en place du régime keto et l'arrêt des glucides de manière totale qui a eu des effets extrêmement positifs à tout niveau de mon côté. Et aujourd'hui, j'estime que je suis plus en forme que quand j'avais 22 ans, quoi. Donc voilà. Donc en termes de santé, je pense que voilà, je suis plutôt bien, voire très bien, et je me fais suivre par rapport à ça. Donc là aujourd'hui, je manque, tu vois, de matière à répondre à cette question. Bah, c'est Justement, pour je ça que suis en tu peux recherche choisir l'autre. de pistes. Donc je vais choisir la deuxième. Qu'es-tu capable de faire par amitié? Écoute, on en revient du coup à l'aspect loyauté. Hum, Et là, je peux parler d'expérience. Par amitié, je peux me mettre en danger, clairement. Euh, donc voilà, par amitié, je peux me mettre en danger. Euh, je Est-ce sais que pas tu si c'est la as. meilleure Ouais, manière de est-ce que. répondre à la question. Bah si, mais est-ce que tu as un Euh, exemple potentiel? Alors, je sais pas si tu l'as déjà fait ou pas, mais hmm. c'est qu'est-ce que, même si tu l'as pas fait, qu'est-ce que tu serais capable de faire potentiellement? C'est juste pour avoir une idée de ce que ça veut dire te mettre en danger pour toi. Ah, alors me mettre en danger, oui, je parle sur un aspect. Alors attends, le terme est différent entre légal et juridique parce qu'il y en a une partie c'est avec des tiers, un autre c'est au vu du côté de la société. Donc moi c'est mettre en danger d'un point de vue affrontement juridique avec des tiers. Voilà. Ok. Et donc tu serais Euh, prêt à justement te mettre en danger à ce niveau-là, quoi. c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Ok. Ça s'est bien passé. Voilà. Tant mieux. Ça s'est bien terminé. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Après, écoute, d'un point de vue, il fut un temps avant d'avoir des enfants où j'aurais pu me mettre en danger physiquement. Là aujourd'hui, en tout cas c'est ma croyance, hein, parce que tu imagines comment tu pourrais réagir quand il y a un danger où tu peux te risquer, tu vois, des dommages corporels importants ou potentiellement ta vie. Tu sais jamais vraiment comment tu vas réagir tant que tu vas pas être face à l'événement. Ouais. Euh,
Mais ouais, aujourd'hui, avec la responsabilité familiale, pour moi, ma loyauté première va envers ma famille et mes filles. Donc, malgré tous les mots que je peux avoir pour certains amis très proches, mettre en danger mon intégrité physique qui aurait une incidence sur la manière dont mes filles grandissent aujourd'hui, j'en serais plus capable. Et de la même manière, sur la partie légale ou juridique, c'est des choses aujourd'hui, ça serait, tu vois, si c'est juste un impact d'un point de vue argent, c'est de l'argent, on s'en fout. Tu vois, c'est pas grave. Ouais. Hmm. L'argent, ça se refait, c'est juste de l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie en réserve. Si ça va plus loin, tu vois, emprisonnement, etc., ça c'est hors de question parce que ça impacte, ça c'est ma responsabilité pour mes filles, c'est hors de question. Bah super. Merci en tout cas pour ta franchise. Du coup, je te propose une dernière petite phase. Donc, pareil, je vais te recouper tout ça. Tu vois, c'est juste pour te faire vivre un peu ce que toi tu m'as fait vivre à l'entrée de la communauté. Tu vois, c'est qu'il y a juste un minimum de doute qui ne sert strictement à rien, mais juste pour donner un peu le doute. Alors ouais, alors je tiens à préciser quand même que tu vois le doute, tu disais le doute, un doute qui ne sert à rien. Tu évoques le doute après la phase d'entretien. Oui, c'est ça. En vrai, il sert toujours à quelque chose, mais c'est vrai Il que sert à quelque chose. Il est ouais, pensé pour ne pas prendre, et c'est ce que je dis, hein, mais c'est réel, c'est moi ne pas prendre une décision dans l'émotionnel, de laisser le temps comme ça à mon cerveau de se reposer, de laisser 24 heures pour prendre la décision de manière plus éclairée, et à l'inverse aussi, du côté de la personne, parce que tu sais, parfois tu es dans l'émotion du moment, tu es super content de l'échange, etc. Mais de laisser aussi à la personne le temps de décanter l'échange, pour parfois, tu vois, tu as des choses qui te remontent, tu te dis, ah ouais, mais il y a ça, en fait, ça me convient pas. Donc, non, non, c'est un vrai objectif. C'est pas, tu vois, un plaisir pervers de torturer ou de laisser une attente. Ça a une vraie utilité, à mon sens. ouais, Voilà. bien sûr. Je te taquinais. C'est juste que moi, j'ai un côté un peu impatient aussi. Et déjà, faire un mouvement est quelque chose qui était douloureux pour moi. C'est-à-dire de te contacter, de faire, tu vois, le mouvement était déjà douloureux. Et donc, en plus, on me fait souffrir plus longtemps. Mais voilà, c'est spécifique à moi et Je il n'y a aucun comprends. problème. Alors, si tu peux me donner trois chiffres, enfin Oui. trois nombres entre 40 et 53. Et moi, ce que je vais faire ce coup-ci, c'est que c'est moi qui vais regarder les questions Ok. et bah, je vais te Et tu vas choisir choisir. laquelle. Ouais, c'est ça. 41, 52 et 47. Alors, 41, ok. Euh, 52, tu disais, Mhm. et 47. Ok. Ok, je vais te les dire. La première, c'est si ton alimentation exprimait tes aspirations les plus profondes, de quoi serait composée ton assiette au prochain repas? Si mon alimentation était constituée. Bah après, c'est toi qui choisis de toute façon. Oui, c'est C'est ça, mais ça? Donc, c'est juste pour que tu aies une voilà. idée de la Très chose. bien. Ok. Voilà. Ensuite, il y avait 52. Si tu pouvais convaincre tout le monde de changer une chose dans son hygiène de vie, ce serait quoi? Et donc 47, donc si on prend celle-là, c'est quel petit pas aurais-tu envie de faire pour un projet qui te tient à cœur? Ok? Ok. Moi, ce que je te propose, ce serait de répondre à la 52 qui était... Parce qu'on en a un peu parlé, mais je suis curieux de savoir un petit peu pour boucler la boucle ce que tu vas dire. C'est si tu pouvais convaincre tout le monde de changer une chose dans son hygiène de vie, ce serait quoi? Les glucides, le sucre. On mange une quantité abominable de merde qui nous empoisonne. Et les glucides, le sucre, et quand je parle des glucides, c'est pas seulement le donuts, hein. C'est pas seulement les céréales Choco Pops avec lesquelles moi j'ai été nourri toute mon enfance, qui était une saloperie immonde. Non, non, c'est aussi les pâtes, c'est aussi le pain, c'est aussi le riz, c'est aussi voilà tout ce qui est les pommes de terre, les carottes. Voilà, d'une manière générale, réduire la part de glucides d'une manière drastique. Tous les gens que je côtoie ou que j'ai rencontrés
qui ont appliqué ça au moins temporairement et qui font maintenant hyper attention à ça, ont eu des effets extrêmement positifs sur leur santé, leur clarté mentale, sur leurs émotions, sur la qualité de leur sommeil, sur l'énergie qu'ils ont dans leur journée. Donc voilà, moi c'est un des trucs qui a eu le plus gros impact dans ma vie en termes de ouais, en termes de santé. Même si j'ai mon sport quotidien, j'ai mes étirements quotidiens, je fais attention à, je bois pas d'alcool, je ne fume pas, je fais attention à mon sommeil. Ce dernier élément que j'ai mis beaucoup trop longtemps à passer le cap, parce que j'étais complètement addict, j'étais vraiment accro au sucre. Ça serait voilà, mon conseil fondamental, mais Dieu sait que c'est difficile. Effectivement. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, pour toutes ces belles histoires, et puis pour ce temps passé ensemble. Euh, Merci infiniment, Olivier. J'ai pris beaucoup de et plaisir à le faire, en tout bah cas. super. Mais attends, c'est C'était pas très très fini. chouette. Ah, C'est pas oui, complètement fini. C'est justement s'il y a des gens qui ont envie de continuer la papote avec toi, comment est-ce qu'ils font pour te joindre? ils peuvent pas. Ça, on me l'a jamais Concrètement, fait moi, ça. je, non mais je filtre hein, parce que j'ai des gens qui me contactent sur LinkedIn, sur Instagram, et pourtant Instagram j'y suis quasiment jamais, sur Ouais. Twitter, sur Telegram, et donc aujourd'hui avec et pourtant j'ai pas une grosse audience, hein, j'ai quoi, j'ai 15 000 abonnés qui se courent après sur YouTube, mais du coup je filtre hein, et pour ma Ouais. part, bah, je donne la priorité aux gens qui sont en premier, c'est ma communauté Youmento. Ouais. Et après, ben, bien sûr, les gens qui sont dans Fast Track Investor et Investorix dans une certaine mesure. Mais du coup, Bah du coup, du coup, non, essayez. oui, à la rigueur, on peut m'envoyer des MP sur LinkedIn, tu vois, c'est pas bloqué. Ouais. Après, est-ce que je vous répondrai? Ça, Tu feras au je ne mieux promets quoi. rien, quoi. C'est Ouais, je ça. Non ferai au mais mieux. t'as le Soyez mérite d'être clair. impactant. En fait, vous savez quoi? Moi, j'ai ramifié ma compétence réseau. C'est aujourd'hui un des gros assets que je possède, c'est que je connais beaucoup de gens et que j'ai rendu aussi service à beaucoup de gens. Voilà, parce que j'adore faire ça et aussi parce que tout simplement, ça c'est un élément qui ben, permet de créer de la relation et tu vois, de construire des choses par la suite. Et s'il y a un truc que j'ai appris, c'est que tu vois, de contacter qui que ce soit juste en étant dans une approche, je veux te prendre des choses, de ton temps, de tes conseils. Bah non, faites pas ça. Encore une fois, l'alignement des intérêts individuels. Si vous avez rien à apporter, mais pourquoi? Enfin, mon temps, c'est de la vie. La vie, elle Tout passe à fait. vite. Donc, moi, je le vois comme ça. Quand on vient me prendre une minute de mon temps, on me prend de la vie. C'est du temps avec mes filles. Donc, Donc j'ai du respect pour mon temps et tu vois typiquement dernièrement sur mon canal Telegram j'ai fait un petit message hein, parce que j'avais des gens qui posaient des questions où ben soit j'avais répondu quelques lignes au-dessus, soit tu faisais une simple recherche YouTube ou pardon Google, tu avais la réponse ou même aujourd'hui avec ChatGPT. Et donc je Hmm. leur ai dit désolé je ne vous réponds pas parce que je valorise mon temps. Donc ce type de questions je n'y réponds pas. Voilà, aucune réponse, nada, je l'ignore totalement. Et j'agirais de la même personne, de la même manière envers les gens qui viennent essayer de prendre de mon temps, de mon énergie, de ma vie, euh, sans proposer quoi que ce soit en contrepartie. Voilà. Bah, en tout cas, Il y a ça a des le gens mérite qui d'être. trouveront, voilà, encore une fois, hein, être aligné, loyal envers moi-même avant tout. Et ça me permet comme ça, bah, si jamais je m'engage dans un échange avec quelqu'un, bah, voilà, Pleinement là. d'honorer mes engagements. Tout à fait. Bah, merci pour cette réponse encore sincère et honnête et respectueuse de toi-même et au final des autres, en vrai. Et donc C'est c'est ce que je crois. Hmm. ouais, tout à fait. La Euh, franchise est un acte de bienveillance. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, Hmm. bah, je te remercie et puis bah, je te dis à la prochaine.
Merci beaucoup Olivier, très bon moment. Je te souhaite plein de succès pour ton podcast, pour ce que tu es en train de bâtir. C'est très très Merci. chouette. Et bah à très vite. À très vite, ouais. Salut. Salut à tous.